tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va enfin faire le point sur mes lectures du mois de mai, puisque déjà nous sommes bien avancés dans le mois de juin et c'est maintenant que je vous présente les lectures du mois de mai. Donc j'ai comme d'habitude un peu de retard, mais on s'y fait. Mais en tout cas je suis contente de vous présenter tout ça parce que j'ai du beau. Je regarde ici parce qu'elles sont ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres à vous présenter. Je suis pas peu fière de moi, sachant que dans les 10, il y a une saga de terminer. Ouais. Bon, après, il y en a une, deux de commencer. Mais il y en a une de terminer. C'est ça qu'il faut retenir. C'est déjà bien. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer tout de suite. Bah justement, je vais vous présenter tout de suite la première saga terminée. Allez, on s'y met. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout dans l'ordre de lecture parce que, à vrai dire, je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus. J'imagine que ceux dont j'ai le moins de souvenirs, j'ai les souvenirs, mais ceux dont j'ai le moins de souvenirs tout de suite maintenant, c'est ceux que j'ai lus en début de mois, et ceux dont j'ai le plus de souvenirs, c'est ceux que j'ai lus en fin de mois. Ça me semblerait logique, mais enfin bon. J'ai donc terminé la saga Blackwater en lisant le 4, le 5 et le 6 ce mois-ci. Donc j'ai lu la moitié de la saga en fait ce mois-ci. J'ai lu le 4 en lecture commune avec Manon, donc de Vibrations Littéraires, où on les lisait en lecture commune. Et puis finalement, elle, le 4, ça a noté la fin de la lecture commune pour elle. Elle a décidé de pas suivre. Du coup, bah j'ai lu de mon côté le 5 et 6 pour terminer. Je les ai enchaînés, les 5 et 6, puisque finalement, je pense que c'est comme ça que la trilogie, non pas du tout, que c'est comme ça que la sixologie, que la saga composée de 6 tomes s'apprécie le plus en fait, c'est qu'il faut les enchaîner. Et je pense que c'est ça qui a pas mal fait défaut à notre lecture commune, c'est le fait qu'on les ait pas enchaînés. Parce que là, du coup, avoir enchaîné le 5-6, pour moi, ça a été une super... ça a été beaucoup mieux au niveau de l'expérience de lecture. Bon, déjà, ils sont très beaux, on est tous d'accord. Et du coup, je suis pas mal satisfaite de la fin, même si il y a quelques petites choses qui restent en suspens. Et je trouve ça un peu dommage, parce que j'aime bien les fins fermées. Les fins ouvertes, c'est pas forcément mon dada. Mais après, je trouve que ça se finit quand même. Hein. Vous n'êtes pas complètement en suspens à vous dire, bon, bah en fait, tout ça pour ça. Non, il y a quand même une fin. On suit toujours notre famille casquée que l'on suit depuis le tome 1, en fait, qui évolue à travers les âges. Il y a certaines personnes qui vont disparaître de diverses façons, d'autres qui vont réapparaître de diverses façons. Enfin, voilà. On suit tout ça. Il y a toujours cette ambiance un petit peu... Enfin, l'ambiance n'est plus aussi lourde qu'elle avait pu l'être dans le tome 1, je trouve. L'ambiance est relativement... normal, enfin oui normal, c'est juste qu'on va avoir des touches de fantastique qui vont être beaucoup plus assumées en fait. Plus on avance dans les tomes, plus les touches de fantastique vont être assumées, pas forcément expliquées en fait. Je pense que c'est ça le souci pour moi, c'est que ça n'a pas forcément été expliqué. Bon après c'est pas grave, ça n'empêche pas de pouvoir prendre plaisir à lire cette saga que je suis contente d'avoir terminée. Le prochain que je vais vous présenter, c'est je crois le premier livre que j'ai lu sur ce mois de mai, mais parce que il me semble que je l'avais commencé au mois d'avril, je sais plus, je crois que je vous l'avais présenté aussi dans un vlog. Il me semble, ça, je suis complètement déconnectée, je sais plus du tout ce que je vous ai présenté en vlog ou non. Il s'agit du Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, écrit par Martha Hall Kelly et ici dans la collection, enfin chez Pocket, que j'ai donc terminé au début de mois, qui a été une très très bonne lecture. Ça a presque été un coup de cœur pour moi, ça a été en tout cas une très très bonne lecture. Je pense qu'avec le recul, je pourrais dire si oui ou non c'est un coup de cœur, mais pour le moment c'est une très très bonne lecture pour moi. Donc ici nous sommes, on commence en 1939, en septembre 39, donc la guerre vient de tout juste d'être déclarée et on va suivre 3 profils de femmes. On va suivre, alors je sais plus du tout leur prénom par contre. On va suivre Caroline qui elle est une américaine qui vit à New York, qui travaille bénévolement au niveau de l'ambassade de France et en fait qui va essayer de monter des événements caritatifs pour pouvoir envoyer de l'argent ou de la nourriture ou des vêtements par exemple aux enfants français qui en période de guerre et même d'avant-guerre, se retrouvent des fois orphelins et dans le besoin en tout cas. Donc elle va œuvrer pour ça. On va suivre Kasia qui, elle, est une jeune polonaise. Donc elle est adolescente quand on la découvre. Je sais plus, elle a 15-16 ans peut-être. Et donc elle est dans la Pologne qui se fait envahir par l'armée d'Hitler. Donc elle va vraiment être sur la ligne de front des victimes de cette guerre-là. Donc on va la voir aussi évoluer. Et la dernière que l'on va voir, c'est Hertha qui, elle, du coup, est du côté nazi de la force. Elle est allemande. Elle a été élevée pas par les jeunesses hitlériennes. L'équivalent femme des jeunesses hitlériennes, c'était quoi? Je sais plus. Bref, elle a été éduquée vraiment à la pensée nazie du Troisième Reich. Et donc, elle va évoluer là-dedans. Elle est médecin à la base. Et donc, on va voir comment ces 3 profils de femmes vont évoluer durant toute la guerre, puisque ça commence en 39 et ça se termine bien après. Hein. Je crois qu'on est dans les années 50 quand ça se termine. Attendez.
Je vous dis ça parce qu'en chaque début de chapitre, on vous dit quand est-ce qu'on est. On est en 59 sur le dernier chapitre. Donc voilà, ça s'étale sur 20 ans. Donc on a le temps de voir évoluer nos 3 profils de femmes. Si au début, j'étais pas très fan de Caroline, par exemple, je me demandais un petit peu ce qu'elle faisait là. Parce que certes, elle œuvre pour venir en aide aux enfants français, comme je vous disais. En soi, son profil n'était pas forcément très intéressant. Donc oui, au début, je la trouvais pas forcément intéressante. Et finalement, elle va évoluer, elle va avoir un profil très, très bien mené. L'autrice, elle va avoir une façon de décrire le personnage qui est vraiment très, très chouette. Et elle nous apprend d'ailleurs à la fin, l'autrice, que c'est un personnage qui a réellement existé, Caroline. Et donc, c'est en fait justement suite à son apprentissage Enfin, au fait qu'elle ait appris qu'elle ait existé, qu'elle a décidé d'en faire un livre. Et je crois que c'est aussi Hertha, donc l'allemande, la médecin allemande qui a existé. Il me semble que c'est ça. Donc c'est très intéressant de savoir que c'est basé sur du réel. Et elle a inventé le personnage de Kasia, par contre, qui est une jeune allemande qui, qui est une jeune polonaise, pardon, qui est une jeune polonaise qui, comme je vous le disais, elle est sur la ligne de front et qui va se retrouver à aller dans un camp de concentration exclusivement réservé aux femmes. Et on va voir tout ce qu'elle va y subir. Et c'est pas Jojo, hein, vous vous en doutez. C'est un roman qui était très très poignant, le fait qu'on alterne comme ça entre les 3 profils de jeunes femmes, j'ai adoré. Comme je vous disais au début, Caroline, c'était pas celle que j'aimais le plus retrouver, puis au fur et à mesure, si. Et en fait, à chaque fois que vous finissez un chapitre, vous êtes là, oui, mais je voudrais continuer sur celle que j'étais en train de suivre, mais en même temps, vous êtes contente de voir avancer le futur, enfin de voir avancer la vie d'une des 3 autres. Donc c'est vraiment très haletant, c'est très découpé aussi, donc ça se lit relativement vite, même si c'est un beau bébé. J'ai vraiment adoré cette lecture et j'ai très très envie de découvrir d'autres écrits de la même autrice. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir, puisque j'en avais fait une vidéo YouTube et je vous ai un petit peu rabâché les oreilles, que ça soit ici ou sur les différents réseaux, que j'ai organisé une lecture commune comme ça qui se commençait fin avril et qui se terminait au 13 mai, qui s'articulait autour du Dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, publié chez Charleston. Donc je l'ai lu durant le mois de mai, puisque comme je vous disais, la lecture commune se terminait le 13 mai, donc j'ai quand même relativement lu sur le mois de mai, sachant que c'est pas un gros bouquin. J'ai organisé cette lecture commune puisque ce livre faisait polémique et se vendait mal du fait qu'il soit invisibilisé par pas mal de professionnels du monde du livre, puisqu'il parle d'un sujet qui fâche. On parle ici d'une femme qui va assumer le fait qu'elle a été mère mais qu'elle ne l'a jamais souhaité, elle a surtout vécu une pression sociétale et aussi de la part de son mari, et du coup elle assume d'avoir été mère sans le vouloir et de ne pas avoir su donner tout l'amour maternel qu'on attend d'une mère habituellement. C'est un des sujets traités dans ce livre, c'est même sur ça que le livre s'articule, mais il n'y a pas que ça. Donc ici, on va suivre Abby qui, suite au décès de son père, va retourner dans son village natal qui est sur une île perdue au fin fond de l'Alaska. Elle qui vit depuis maintenant très, très longtemps sur Paris. Donc elle retourne dans son Alaska natal pour retrouver sa mère et faire le deuil ensemble du coup du père de l'une et du mari de l'autre. Sauf qu'effectivement, elle va retrouver cette mère qui n'a jamais souhaité l'avoir, avec qui elle a toujours eu une relation assez tendue, et une des raisons aussi pour laquelle elle a quitté ce village, c'est sa mère justement, avec qui elle ne s'est jamais vraiment bien entendue. Donc elles vont essayer de faire leur deuil ensemble et elles vont justement décider de se dire toute la vérité sur leur relation, sur pourquoi c'est comme ceci, qu'est-ce que l'une a vécu, qu'est-ce que l'autre attend de sa mère par exemple pour Abby. Enfin voilà, ça va être très très centré autour de cette relation mère-fille, tout en étant dans l'Alaska où on va nous décrire des paysages magnifiques, et Sophie Jomain a une très belle plume pour nous décrire cela. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Vous voyez, j'ai mis plusieurs post-it puisqu'il y a eu plusieurs passages qui m'ont ému, des phrases ou des citations comme ça qui m'ont vraiment touchée, sachant qu'au chapitre 2, j'ai déjà versé ma petite larme, donc c'était déjà mal parti, parce qu'il y a une relation on va dire plutôt, ou un ressenti d'un personnage qui pour moi a fait écho à quelque chose et qui m'a fait verser ma petite larme. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir suivi cette lecture commune et je vous en remercie. Vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit que sans ça vous ne l'auriez pas lu, donc ça fait très plaisir. Et surtout vous êtes aussi plusieurs à m'avoir dit que ça avait été un livre qui avait été dur pour vous, parce que effectivement malheureusement vous êtes plusieurs à avoir des relations un peu compliquées, par exemple avec votre mère, et que c'était un livre qui avait été dur mais en même temps qui met le doigt sur pas mal de choses et qui a été bénéfique pour vous, donc j'en suis contente. En tout cas pour moi ça a été une très très belle lecture et vraiment j'adore la plume de Sophie Jomain. Donc j'avais pour l'instant lu qu'un seul livre de Sophie Jomain qui était Les Tortues ne faites pas Noël sous la neige, donc il y a une comédie romantique de Noël. Donc bon, c'était assez particulier. Là, je suis contente de l'avoir découvert dans son registre contemporain hors Noël. Et ça me conforte dans l'idée que j'aime beaucoup sa plume. J'ai très hâte d'en lire d'autres. Et je suis très contente d'avoir organisé cette lecture commune autour de celui-ci, puisque pour moi, c'est important aussi de montrer que une femme fait ce qu'elle veut de son corps. Hein. N'importe qui fait ce qu'il veut de son corps, en fait. On va enchaîner sur un livre un petit peu plus léger, parce que là, je vous ai parlé de guerre. Ensuite, je vous ai parlé de relations mère-fille un petit peu tendues. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus léger et on va surtout partir dans un monde de fantasy, puisque je vais vous parler de A Forgery of Roses, écrit par Jessica S. Olson et publié chez Big Bang.
Donc dans celui-ci, nous retrouvons Mira qui est une prodige. Les prodiges, en fait, ce sont des personnes qui, via leur peinture, leur tableau, ont des pouvoirs magiques et... enfin, des pouvoirs magiques. Oui, si, c'est une forme de magie et peuvent soigner les gens. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez le poignet cassé, vous demandez à Mira de vous peindre avec le poignet nickel, elle le fait et vous serez guéri, vous n'aurez plus le poignet cassé. Elle peut aussi le faire sur les animaux et c'est justement ça qui va un petit peu la vendre parce que dans le monde dans lequel elle évolue, surtout dans sa ville, Mira, elle n'est pas bien vue, les prodiges ne sont pas bien vus et le gouverneur a décidé de tous les faire disparaître puisqu'il estime que c'est faire de l'ombre aux grands dieux. Donc je crois qu'il appelle l'artiste ici leur dieu, c'est un artiste et donc c'est faire de l'ombre à l'artiste que d'être un prodige. Donc c'est très mal vu de l'être. Malheureusement, Mira, la femme du gouverneur, va comprendre que c'est une prodige lorsque cette dernière vient pour se faire peindre un portrait avec son chien, chien qui visiblement ne semble pas aller bien. Mira va le peindre en parfaite santé et effectivement ce chien va ressortir nickel de son atelier et c'est là que la femme du gouverneur va comprendre que Mira est une prodige. Cependant, au lieu de la vendre à son mari, la femme du gouverneur va retourner vers Mira et va lui mettre une sorte d'ultimatum en lui disant: écoute, tu viens chez moi, tu peins mon fils qui vient juste de décéder, tu le peins en vie, tu le remets en bonne santé pour le ranimer. Et en contrepartie, je vais complètement taire ton secret et je ne vais rien dire à mon mari et je vais même te verser de l'argent comme ça, ta sœur et toi qui vivez dans la pauvreté, vous allez pouvoir vous en sortir. Mira n'a pas vraiment le choix puisque si elle refuse, la femme du gouverneur va tout dire à son mari et c'en est fini d'elle. Elle se retrouve donc à devoir peindre le portrait du fils du gouverneur pour essayer de le ranimer. Sauf que quand elle arrive chez le gouverneur, c'est pas vraiment ce qu'elle pensait. Donc déjà, c'est compliqué puisque déjà pour pouvoir peindre le fils en bonne santé, il faut qu'elle comprenne ce qui l'a tué. La version qui lui a été donnée de la cause du décès ne semble pas vraiment être la bonne. Une petite enquête va donc se mener et elle va trouver un acolyte pour son enquête dans le frère du défunt qui va l'aider puisque lui aussi semble savoir des choses. C'est donc un livre que j'ai vraiment aimé, donc c'est quand même un gros bébé et je l'ai bien aimé, même si Mira finalement c'était pas un personnage que j'affectionnais plus que ça. Tous les personnages qui vont graviter autour d'elle, autant le frère du défunt, donc fils du gouverneur qui vit, que sa sœur aussi sont des personnages très forts en caractère que j'ai beaucoup aimé, qui mettent le doigt sur des sujets très importants et qui sont bien amenés. Et j'ai aussi beaucoup aimé tout ce principe de magie comme ça autour de la peinture. J'aime bien le fait que ça soit un art, donc la peinture, la musique ou quoi que ce soit qui encourage la magie. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et ce côté enquête qui finalement même si j'avais vu pas mal de revues, j'avais pas mal entendu parler du livre, je m'étais pas préparée au fait qu'il allait avoir une enquête dans ce livre-là, donc ça a été une petite surprise pour moi. Et j'ai bien aimé découvrir cette enquête qui, je trouve, était bien menée et je me suis complètement laissée mener en bateau. Et donc ouais, ça a été vraiment une très très belle lecture pour moi qui s'est très bien lue et donc je vous le conseille fortement. On va rester dans de la fantaisie puisque j'ai aussi lu au mois de mai Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer et publié aux éditions Rajo. Donc c'est un bon gros bébé, c'est un bon gros tome 1, comme ça j'ai bien commencé une saga. Ouais, trop bien. Non, c'est faux. J'ai commencé une nouvelle saga. Mais ça a été une très très chouette lecture. On est ici sur une réécriture de La Belle et la Bête, sauf que c'est quand même pas mal remanié par rapport à ce qu'on peut connaître, même si... Vous allez peut-être le comprendre, ça ressemble un petit peu à du Cotard, même si je vous avoue, j'ai préféré Un sorcier noir et éternel à Cotard. Mais chut, on dit rien. Ici, nous suivons Harper, qui est une jeune fille qui est témoin d'une tentative d'enlèvement et qui, au moment d'essayer de contrecarrer le plan du ravisseur, va se retrouver elle-même à être enlevée. Bon, c'est pas de chance. Au lieu d'être une autre, c'est elle. Bon, le mieux ça aurait été qu'il n'y ait pas d'enlèvement, on est d'accord. Mais donc elle se retrouve enlevée et elle se retrouve pas enlevée pour être mise dans une camionnette et emmenée on ne sait pas où. Non, non, non. Elle se retrouve enlevée pour aller dans un autre monde. Dans un autre monde. Mais c'est pas la Reine des Neiges, c'est pas la même. Mais donc ouais, c'est compliqué. Et le monde où elle arrive, c'est un monde avec un château, des forêts verdoyantes et personne. Il y a personne. Il y a son ravisseur qui s'appelle Grey, on connaît pas grand chose quand elle se fait enlever. Et elle va faire la rencontre aussi de Ren qui semble être le prince de ce château, celui qui règne sur ce château. Et c'est tout. Il y a personne d'autre. C'est un château qui est complètement délaissé, mais qui semble quand même vivre un peu par lui-même, c'est-à-dire qu'on a des instruments qui jouent tout seuls. Quand on mange quelque chose, la nourriture le lendemain réapparaît comme par magie. Donc c'est bizarre. Harper, elle se dit, j'ai pas fumé, j'ai rien pris, je vous assure, mais ça semble bizarre cette histoire. Et donc on va comprendre qu'une menace semble peser sur ce royaume, qui a causé d'ailleurs la disparition de tous, puisqu'une bête, une créature bizarre, semble rôder effectivement et tuer une grande majorité des habitants. Harper va donc se retrouver à devoir défendre et va prendre goût même à défendre ce royaume contre cette bête et même contre les envahisseurs, ça fait très Astérix dit comme ça, mais contre les envahisseurs qui veulent prendre la main sur ce royaume et sur les quelques habitants qui y restent. Elle va donc comprendre
que ce royaume est maudit et qu'il va falloir l'aider et qu'elle est nécessaire pour pouvoir mettre fin à cette malédiction. On est donc effectivement, comme je vous disais, sur une réécriture de La Belle et la Bête. De notre côté, on sait rapidement que Ren, le prince de ce royaume, est effectivement la bête, même si Harper, elle, l'ignore au début. Donc, on est sur cette réécriture. Et j'ai beaucoup aimé puisque Harper, et ce n'était pas dit dans le résumé... Si, elle s'est dit dans le résumé, pardon. On nous dit qu'elle est partiellement handicapée. En fait, elle souffre d'une paralysie cérébrale. Alors, je crois que c'est paralysie cérébrale. Je ne sais plus exactement. En gros, elle a une jambe qui est très raide, on va dire. Et elle a du mal à se déplacer. Elle boitille. Elle a du mal à se déplacer. Elle court difficilement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Harper est un personnage qui est très fort en caractère et qui assume totalement son handicap et qui en fait sa force presque. Quand on lui dit « vous avez un souci ?» Non, je suis handicapée. Elle va le dire clairement. Non, je suis née comme ça, je souffre de ça, mais elle va jamais se mettre en victime, elle va jamais s'en plaindre. Et c'est quelque chose qui fait sa force vraiment. Et j'ai trouvé ça très très beau de mettre une héroïne handicapée. C'est quelque chose malheureusement que l'on voit trop peu et qui ne dessert aucunement le récit, au contraire. Aussi, le personnage de Grey qui est le garde en fait de Ren et qui est le seul qui est resté au château avec Ren le prince, est un personnage que j'ai adoré. Je suis absolument team Grey et j'ai donc très très hâte de lire la suite, donc le tome 2, puisque j'ai cru comprendre que le tome 2 était pas mal centré sur Grey et je vous avoue que j'ai très très hâte de le découvrir parce que c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant, même si finalement on le voit pas tant que ça. C'est pas le personnage le plus bavard, mais il va être un peu drôle, il va avoir une belle relation avec Harper. Mais évidemment, Harper, la plus belle relation qu'elle va avoir, ça va être avec Ren, qui au début est assez taciturne. Lui, c'est pas la première jeune fille que Grey enlève pour lui pour essayer de casser la malédiction. Donc il a l'habitude, il sait que d'habitude il fait comme ci, comme ça, même si ça fonctionne pas. Il a son schéma, on va dire, de prédateur. Et finalement, ça marche jamais. Et Harper, avec son caractère bien trempé, va complètement, de toute façon, chambouler le planning qui s'était fixé. Et Ren, finalement, il va apprendre aussi à... il va réapprendre à être un prince, en fait, à être un roi, parce que ça finalement c'est un peu l'entre-deux, et à mener un peuple, et c'est grâce à Harper tout ça. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé le fait que Harper qui se retrouve là en se disant mais j'ai pas envie d'être là, finalement elle va mettre son grain de sel justement dans tout le fonctionnement de ce royaume et elle va faire avancer les choses et elle va lancer l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, j'ai trouvé les personnages très bien construits et j'ai très très hâte de lire la suite dont j'ai déjà le tome 2. J'ai ensuite avancé dans une autre saga, bien que pas terminée, mais il me reste plus qu'un tome justement à lire pour terminer cette saga, puisque j'ai lu le tome 7 de La Chronique des Bridgerton, écrit par Julia Quinn et publié aux éditions J'ai lu. Donc j'ai le marque-page puisqu'il me reste le tome 8 et dernier tome des Bridgerton, puisque, enfin si, il y a un tome 9, mais je l'ai pas, et c'est pas vraiment les Bridgerton, mais si c'est les Bridgerton... Moi, j'estime qu'à partir du moment où j'aurais lu le tome 8, j'aurais terminé la saga, ok? Même si je compte lire la suite, j'aurais terminé la saga. Donc là, le tome 7, c'est le tome sur Hyacinthe, donc la petite dernière de la fratrie Bridgerton. Et j'ai adoré ce tome. Je vais pas vous faire de description puisque les Bridgerton, ça se construit toujours de la même façon. Vous allez suivre un ou une Bridgerton qui va être en âge de se marier, va faire la rencontre de son futur ou sa future mari-femme. Et puis, bah voilà, suivant les caractères, en fait ce qui va changer d'un Bridgerton à l'autre, ça va être le caractère de Bridgerton en question et de la personne qui va, de leur futur, du futur conjoint ou conjointe. Mais sinon, c'est relativement toujours le même schéma. Donc, enchaîner les Bridgerton, je sais pas si c'est forcément la bonne façon de les lire. En tout cas, moi, d'en lire un par-ci, par-là, c'est comme ça que je les apprécie. Et j'ai adoré celui sur Hyacinthe, puisque Hyacinthe, elle a un caractère tellement trempé, je l'ai adorée, elle lance des pics tout le temps, j'aime beaucoup, elle fait un peu indépendante quand même, Hyacinthe, et j'aime beaucoup, et elle est très très proche de Lady Danbury, qui est un personnage tertiaire, on va dire, que l'on retrouve par-ci par-là dans les livres, qui est quand même plus présent dans la série Netflix et que j'adore. Et ici, on la retrouve beaucoup puisque, comme je vous disais, Hyacinthe est très proche d'elle. Et d'ailleurs, ce qui sera le mari d'Hyacinthe est aussi quelqu'un de la famille de Lady Danbury. Donc, j'ai adoré. Hyacinthe, en fait, si vous voulez, elle m'a un peu fait penser, un petit peu quand même, mais elle m'a un peu fait penser à Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Orgueil et Préjugés est mon œuvre préférée. Donc, évidemment, le fait que dans mon cerveau, un rapport se soit fait entre les deux, ça a aidé à beaucoup apprécier le tome sur Hyacinthe. Mais donc voilà, je vais pas vous en dire grand chose de plus, je l'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir lu puisque dans la série Netflix finalement Hyacinthe est encore très jeune, on la voit très peu, ou alors le peu qu'on la voit, pour moi c'est pas non plus extrêmement pertinent, mais là j'ai adoré la suivre. Donc il ne me reste plus qu'à lire le tome 8 qui est le tome sur Grégory et j'aurai terminé. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire mais en même temps j'ai pas trop envie de la terminer parce que bon...
Bridgerton, c'est quand même cool. C'est un petit peu mon plaisir coupable, Bridgerton, parce que je suis consciente que c'est pas dingue fou au niveau de la plume, que comme je vous disais, c'est redondant au niveau du schéma narratif et tout. Mais j'aime bien. Donc là, j'ai passé un chouette moment de lecture sur Hyacinthe. Donc plus que le dernier à se faire et là, la saga sera terminée. Et pour terminer, je vais vous présenter le tome 1 et 2 d'une saga que j'ai donc commencé. Oui, super, on adore commencer les nouvelles sagas. Mais pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis dans l'édition que j'ai. Donc je suis à jour techniquement. Et ce sont des graphiques, donc ça se lit vite, c'est pas grave. J'ai envie de vous parler des tomes 1 et 2 de Heartstopper, du coup, dans cette édition Toc Toc qui est quand même très jolie, qui brille de mille feux. Waouh, j'adore. Et donc, c'est les tomes 1 et 2 de Heartstopper. Comme beaucoup, j'ai regardé la série Netflix qui est sortie l'année dernière maintenant, que j'ai adoré. Mon cœur était tout mou en le regardant. C'était vraiment trop choupi. Et donc, j'ai acheté les graphiques après avoir regardé, puisque bien que j'en avais beaucoup entendu à parler avant, je ne savais pas si ça allait trop me tenter. J'ai vu la série Netflix, je me suis dit, si d'accord, je suis très tentée. Et donc, j'ai pris les premiers tomes comme ça dans la version reliée et je les ai lus là du coup au mois de mai et c'était vraiment trop chouette. Attendez, je vous montre un petit peu l'intérieur du coup que vous voyez. Alors ça se lit très vite hein, parce que c'est vraiment, vous voyez, hop. Il y a vraiment très peu de texte et même les pages sont pas toujours pleines. Hein. On a beaucoup d'espace blanc dans les pages, donc ça se dévore. Enfin, j'ai vraiment lu les deux. J'ai vraiment lu les deux en une soirée. Et ici, en fait, on va suivre Nick. On va suivre Nick et Charlie, 2 ados en Angleterre. Je galère à les tenir. Je vais tenir que le 1, c'est insupportable. Donc on va suivre Nick et Charlie. Charlie qui est un peu plus jeune que Nick, qui lui a fait son coming out un peu de façon obligée parce que les gens avaient compris qu'il était gay l'année précédente. Et donc maintenant est ouvertement gay aux yeux de tous et assume totalement son homosexualité. Il n'y a pas de souci. Il va faire la rencontre de Nick puisqu'ils vont être ensemble dans une classe, je ne sais plus laquelle. Et ils vont devenir très proches, vont devenir très bons amis. Et en même temps, vous vous en doutez que c'est une histoire d'amour qui va se développer entre eux. Et on va donc suivre le développement des deux, de leur relation entre eux. Mais aussi, du coup, la découverte de la sexualité. Nick, qui pensait jusqu'ici qu'il était hétéro, finalement, va tomber amoureux de Charlie. Et va remettre en question donc son hétérosexualité. Et va se découvrir. Et c'est très beau puisqu'on va voir les deux qui vont s'apprécier, qui vont se découvrir. On va aussi voir les amis de l'un et de l'autre. Certains qui sont pas forcément bienveillants. Et au contraire, d'autres qui le sont totalement, qui vont tourner autour d'eux et vraiment leur petite histoire d'amour elle est trop choupette, ça se dévore hein, vraiment et puis ils sont vraiment trop mimi. J'ai adoré. Les 2 premiers tomes, faut savoir qu'en fait c'est l'équivalent de l'adaptation de la première saison de la série, donc je n'ai pas découvert grand chose hein, Enfin, vraiment, j'ai rien découvert sur la lecture de ces 2 premiers tomes. J'ai quand même aimé les retrouver parce qu'ils sont vraiment trop choux. Donc, j'ai adoré les retrouver. Mais j'ai très hâte de lire le tome à partir du tome 3 pour vraiment en découvrir plus. Sachant que vous étiez plusieurs à m'avoir dit que, bon, les 2 premiers tomes étaient mignons, mais pas transcendants. Alors que moi, j'ai vraiment bien aimé. Et que par contre, à partir du tome 3, ça prenait une toute autre ampleur et que ça allait vraiment... Vraiment, le cœur allait être encore plus mou. J'étais, mais au bout d'un moment, il va être liquide, en fait, c'est pas possible. Donc, j'ai très hâte de lire la suite, sachant que le tome 5 a été annoncé par Alice Oseman, donc en VO, en fin d'année, et ça sera le dernier tome, donc ça sera fini en 5 tomes. Sachant que en français, on a les 4 premiers tomes qui sont déjà sortis en brochet et qui sont disponibles. En version Toc Toc, comme je vous disais, on a que les 2 premiers qui le sont. Et je crois que le tome 3 dans cette collection-là arrive pour... l'été, fin d'été, il me semble. À revérifier, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça arrive tout bientôt dans l'année. Donc, quand même, c'est cool. Et j'ai très hâte de continuer. On est donc sur un très beau bilan, je trouve. Ce n'est pas forcément le mois où j'ai lu le plus, mais j'ai quand même lu des gros pavés pour certains. J'ai fini une saga, donc je suis pas peu fière de moi. J'ai lu quelques graphiques, donc je suis contente. Je suis très contente de voir à chaque fois que vraiment je lis des genres très différents tous les mois et ça me fait vraiment plaisir puisque ça me permet de me dire « Oh là, non, je me sens plus fantasy. Oh non, là, j'ai plus envie de lire de l'historique ou du contemporain ou oh, un peu de romance. » Et j'aime bien justement l'idée de pouvoir tourner comme ça sur les différents genres que je lis. Donc je passe vraiment un très bon moment tous les mois. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous en avez certains qui sont dans votre wishlist, dans votre pile, ou en tout cas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez lu au mois de mai, quelles ont été les lectures qui vous ont marqué sur ce mois de mai. Je suis très curieuse de découvrir tout ça en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous êtes trop timide ou que vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à me mettre l'emoji. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme emoji ?
Mettez-moi des cœurs de toutes les couleurs, on est sur le mois des fiertés. J'ai lu Heartstopper qui est une romance homo, donc n'hésitez pas à me mettre des cœurs de toutes les couleurs pour le mois des fiertés, ça sera vraiment trop bien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait vraiment très plaisir à chaque fois de voir tout le soutien que vous m'apportez. Merci beaucoup à tous de vous voir toujours aussi nombreux, c'est vraiment trop chouette, et de voir la communauté augmenter, de voir qu'on est de plus en plus à partager autour des livres, ça fait vraiment trop plaisir. Merci beaucoup à vous. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, dont les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas, ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une prochaine. Bye bye!